What's up guys et bienvenue sur cet épisode où on va vous parler d'actualité, de crypto, de Bitcoin, de réserve nationale de Bitcoin qui est en train de se créer un peu partout dans le monde. On en parle tout de suite ensemble. Nous sommes accompagnés aujourd'hui de monsieur Gory Candavel et moi-même Samuel Lévesque. Avant de commencer, comme vous savez déjà, nous ne sommes pas conseillers financiers. Tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui ne peut pas être vu comme un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches, analyses et décisions. L'investissement et le trading, c'est risqué. Risque veut dire potentiel gain, mais aussi potentiel perte, voire grande perte. Donc, toujours utiliser de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre et les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci étant dit, Gory, c'est un sujet d'actualité. Là, au moment où on fait cet épisode, dans 2 jours, bon, quand les gens vont écouter l'épisode, ça va avoir déjà passé. Donc, ça va être intéressant, justement, d'écouter cet épisode et de voir qu'est-ce qui va être arrivé. Mais là, au moment de l'enregistrement, dans 2 jours, on va avoir Trump qui va venir faire une déclaration officielle le 7 mars, vendredi, sur Bitcoin et une potentielle réserve nationale de Bitcoin aux États-Unis. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Premièrement, c'est incroyable parce que c'est une journée avant ma fête. Alors, c'est intéressant. C'est 3 jours avant ta fête. Alors, c'est plus intéressant. Alors, c'est soit une super de belle surprise ou, je sais pas, on verra. Moi, je trouve ça super intéressant. Tu vois que en tout cas, l'impression que j'ai du président Donald Trump, c'est que il traite son pays comme une business. Puis il y a eu énormément de succès à travers ses entreprises auparavant. Puis je suis vraiment content qu'il décide de faire ça, de rendre le BTC comme une réserve. Et je pense qu'à court terme, potentiellement, peut-être on va pas voir les effets positifs, mais je pense qu'à long terme, il y aura énormément d'impact positif, pas juste, surtout pour les citoyens américains, puis je pense que aussi juste pour le monde en général, il y aura énormément d'impact positif parce que généralement, tout ce que les États-Unis font, les autres pays les suivent. Puis il y a déjà beaucoup de pays qui ont commencé là, à bâtir des réserves de BTC. Là, il y a quelques jours, c'était l'Indonésie. L'Indonésie qui a commencé à acheter du BTC, à bâtir une réserve de BTC. Il y a plein de pays en Amérique du Sud et en Afrique qui le font déjà depuis un bout, puis un petit peu en Asie et en Europe. Donc, c'est quand même assez intéressant à voir. Puis quelque chose que moi, je trouve particulièrement intéressant par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que c'est vrai qu'à court terme, par exemple, là, demain, après-demain, quand la nouvelle va arriver, à court terme, ça n'aura pas un impact dans le marché. Ça sera plutôt un élément déclencheur. Par exemple, là, Bitcoin, il a corrigé de 108 000 à 78 000. Il est venu saisir de la liquidité. Il est venu corriger. Là, si le marché descend un petit peu plus bas avant de monter, ce qui est possible, ou si directement il tient les niveaux et il monte, les gens vont sûrement dire « Ah, ben c'est à cause que, si jamais c'est ça la nouvelle qui arrive vendredi, ah, ben c'est à cause que la nouvelle était bonne, on va créer du BTC, blablabla. Bla. » Mais tout ça, une réserve de BTC aux États-Unis. Mais tout ça, c'est simplement un élément déclencheur. Ce n'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est qu'il est allé saisir de la liquidité. Il a été dans une zone d'accumulation importante. Et là, cette nouvelle-là va être à court terme l'élément déclencheur, l'excuse qui va créer potentiellement ce mouvement. Pas créer, mais qui va déclencher ce mouvement à la hausse. Et les gens vont être comme « Ah, c'est à cause de la réserve de BTC aux États-Unis que Trump a annoncé ou à cause de ci, à cause de ça. » Mais non, c'est à cause qu'il est allé dans un niveau d'accumulation, qu'il a liquidé des gens, qu'il est dans un niveau majeur. Et ça, c'est juste la goutte d'eau, l'excuse qui sert d'élément déclencheur que les gens vont prendre et que les médias vont pousser quand BTC va réagir à la hausse, alors que ça fait 2 mois qu'on attendait une correction, puis cette correction-là va chercher des beaux niveaux de liquidité. Et c'est pour ça qu'il va vraiment monter. Donc, à court terme, je pense qu'il ne faut pas confondre les deux, chose que souvent les gens font. Par exemple, à moyen long terme, comme tu disais, là, c'est une autre histoire. À moyen long terme, sur une vision et un plan macroéconomique,
Là, c'est vrai que c'est extrêmement intéressant parce que sur un point macroéconomique, à moyen-long terme, d'avoir les États-Unis qui font ça et plein d'autres pays amènent une adoption massive de la part des institutions et des gouvernements qui peuvent vraiment créer cet effet de rareté derrière Bitcoin et de volonté de le posséder qui là, oui, à moyen-long terme, peut pousser la hausse du prix de Bitcoin à des niveaux vraiment supérieurs à moyen-long terme. Donc, il ne faut juste pas confondre quelque chose à court, moyen et long terme. Donc, à court terme, je l'ai expliqué. À moyen long terme, je pense que c'est super intéressant de voir ça et que pour une adoption et une croissance de Bitcoin, c'était la prochaine étape logique si on voulait le voir continuer à évoluer parce que veut pas, il est allé dans les top 5, top 6 de market cap au monde, juste en dessous de compagnies comme Google, Facebook, il a même dépassé Meta à un certain moment. Puis, tu sais, en premier rang, ben, c'est l'or. Donc, pour l'instant. Mais c'était la prochaine étape logique. Donc, c'est sûr qu'à moyen long terme, là, oui, c'est très intéressant. Et tu vois, quelque chose qui est super intéressant aussi, c'est que évidemment, une des parties de l'argent qu'ils utilisent pour pouvoir investir dans cette réserve du Bitcoin, c'est ceux qui payent des taxes, n'est-ce pas? Mais une autre partie, c'est, tu vois, Donald Trump, il l'avait annoncé il y a à peu près, je pense, quelques semaines ou quelques mois, peu importe. Il a dit, il y a pour mission de pouvoir descendre la dette de son pays. Puis comment il fait pour descendre la dette de son pays? C'est très simple. C'est avec le projet Dodge, right? Couper les dépenses. Il y a pour mission c'est quoi encore qu'il avait dit par rapport à comme sauver $1 trillion? Il y a une mission pour se rendre avant la fin de son run, d'avoir $1 trillion. Alors, c'est très intéressant parce que en dehors en dehors de l'argent que les gens ils payent, les citoyens américains ils payent pour... Il prend l'argent des citoyens américains pour investir dans leurs réserves, mais il va aussi prendre l'argent qu'ils sauvent avec plein de dépenses inutiles grâce au projet de Dodge pour pouvoir investir encore plus d'argent dans la réserve. Et ma question pour toi, c'est, Sam, est-ce que tu dirais que la valeur de la devise américaine et le Bitcoin vont devenir de plus en plus corrélés? Ou qu'est-ce qui va arriver avec ceci? Est-ce que ça va toujours être décorrélé? Ou c'est à voir parce que pour que ça soit corrélé, il faudrait que le dollar américain devienne endossé à BTC. Présentement, le dollar américain n'est pas endossé à rien. Par exemple, au début, on va avoir dans une monnaie ce qu'on appelle un hard money. Hard money, ça va être l'or, l'argent ou toutes sortes de choses comme ça. Après, tu vas avoir un peg. Un peg, c'est du papier en billet, donc comme le dollar américain avant 1971, si je me souviens bien, qui va être relié à un hard money. Donc, c'est plus du hard money comme l'or ou l'argent, mais c'est un billet, c'est de l'argent en circulation qui est relié souvent à du hard money. Ça, c'est la deuxième étape quand le pays commence à avoir besoin de plus d'argent et tout ça. Et puis, bon, ben, c'est souvent là qu'on est aussi, puisque le hard money, c'est un peu compliqué à utiliser. Et ensuite, l'étape 3, c'est du fiat money. Le fiat money, il est DPEG. Il n'est pas adossé à rien. D'accord? On crée de l'argent, on crée de la dette, etc., etc. Il n'est pas adossé à rien. Donc, même s'ils font une réserve de BTC, à moins qu'il y ait des changements que je n'ai pas vus et que le but est légalement, ils font que voilà, le Bitcoin est aussi derrière le dollar américain, donc une partie du dollar américain ou de la dette américaine, etc., est adossée au Bitcoin. Là, oui, ça pourrait avoir un impact. Mais créer une réserve de Bitcoin, ils ont déjà une réserve d'or et ça n'a pas un impact sur le dollar américain parce qu'il n'est plus adossé à l'or. Donc, le fait que le dollar américain ne serait pas adossé à Bitcoin, ben, ça ne change rien. Au contraire, quand le dollar américain tomberait violemment,
et que les gens perdent la confiance et perdent de la valeur dans leur argent, c'est là où ils vont aller dans des actifs comme des actions de compagnie, de l'immobilier, de l'or, des cryptos, du Bitcoin, etc. Puis c'est quoi, tu dirais, tu vois actuellement, le président Donald Trump, il a énormément de pouvoir, n'est-ce pas? Et puis, comme énorme, évidemment, il peut contrôler où ce qu'il veut investir une grande partie de cet argent-là, puis cette place-là, c'est dans les réserves de Bitcoin. Mais c'est quoi, tu dirais, qui seraient les challenges, les obstacles devant lui qui l'empêcheraient de pouvoir investir, combien qu'il a réellement envie d'investir Ça va être de la dedans? politique. Ça va être de la politique, de la bureaucratie qui est très lourde aux États-Unis. Après, je ne suis pas un expert dans la science politique, mais aux États-Unis, c'est très lourd. Il y a des pays qui sont déjà, comme le San Salvador, comme on avait dit, l'Indonésie, tout ça. Il y a déjà plein de pays qui ont commencé à le faire légalement et qui ont passé des lois avec ça depuis déjà des années. Mais c'est des pays qui sont moins lourds bureaucratiquement. Bien sûr, les États-Unis sont beaucoup plus gros, donc ça serait beaucoup plus impressionnant d'avoir ces lois-là aux États-Unis et de l'argent qui pourrait rentrer dans BTC pour créer cette réserve et surtout la vague. Tu sais, le Salvador, quand ils l'ont fait, ça a fait un petit effet domino en Amérique latine et dans quelques pays d'Afrique. Mais la vague et l'effet domino que ça pourrait faire si les États-Unis le font sur le reste de la planète, ça, c'est massif parce que tu vas avoir des pays comme la Chine et tout ça qui vont devoir aussi agir rapidement, bien qu'ils sont déjà en train de le faire, pour justement garder leur niveau de compétitivité avec les États-Unis aussi haut. Donc ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui va être super intéressant. Puis, tu sais, j'avais quelques chiffres, justement. Présentement, les États-Unis, ils ont déjà 213 297 bitcoins en leur possession. Par exemple, ça vient du crime organisé, là. C'est principalement issu des saisies dans des affaires criminelles. No way! Ouais. Wow! Ouais, mais justement, c'est comme un peu zone gris parce que ça vient de saisies sur des affaires criminelles, le Silk Road, puis toutes ces affaires-là. La Chine, ils ont déjà environ 190 000 bitcoins, qui eux aussi, c'est des saisies gouvernementales. Bon, le Salvador, on sait ils l'ont reconnu Bitcoin comme une monnaie légale en 2021. Donc le Salvador, présentement, il est à 6022 BTC, soit environ 560 millions de dollars, ce qui est bien vu que c'est le Salvador, mais c'est rien comparé à ce que la Chine et les États-Unis ont et vont se permettre de faire. Puis tu vois, récemment, on a l'Allemagne qui a vendu une petite partie de ses bitcoins. Donc là, il ne leur reste pas grand-chose, mais il y a l'Allemagne, donc surtout plein de pays en Europe aussi qui sont en train de parler d'une réserve de bitcoin, vu que les États-Unis sont en train de le faire. Donc ça va être super intéressant parce que justement, en 2025, le décret pour établir une réserve stratégique nationale de bitcoin a été signé par Donald Trump en janvier 2025. Qui serait potentiellement du Bitcoin, de l'Ethereum, du XRP, du Solana et Cardano. Donc, Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, Cardano. Est-ce que ça va être ça, etc.? On va le voir. Mais là, justement, tout ça, c'est à voir dans littéralement 48 heures, dans 2 jours, le 7 mars, où justement, on va avoir cette annonce-là. Le premier sommet. Je pense qu'ils l'ont appelé le White House Crypto Summit, le premier sommet de la Maison-Blanche sur les actifs, les crypto-monnaies. Et justement, ce premier summit de crypto-monnaies officielle par la Maison-Blanche, c'est ce vendredi, le 7 mars. Donc, ça va être super intéressant. Et tu vois, Trump avait récemment annoncé, dis-moi si j'ai tort, mais Trump avait récemment annoncé qu'il n'y aura pas de taxes. Les gens ne vont pas se faire taxer lorsque tout ce qui est relié au monde de la crypto-monnaie, tout ce qui est relié au monde des investissements dans la crypto-monnaie, n'est-ce pas? Et ça, c'est quelque chose de super intéressant. Mais aussi, je suis curieux, qu'est-ce qui va arriver? Ça, c'est toutes des lois qu'il faut qu'ils soient passées. Si ça passe, c'est vrai, mais n'oubliez pas qu'après, dans 4 ans, il part, c'est un nouveau mandat, etc. Donc, parce que souvent, lorsque tu veux attirer les gens à investir dans quelque chose, tu dois
tu dois créer cet intérêt-là. Par exemple, si moi, je veux que tu sois attiré à investir dans les compagnies pétrolières canadiennes, je peux donner des subventions, des crédits d'impôt, etc. pour t'attirer à investir dedans. Je ne peux pas te dire d'investir directement dedans. Je ne peux pas te donner de l'argent, des choses comme ça pour le faire, mais je peux donner des subventions. Par exemple, je peux faire, ah ben ça, c'est pas taxé. Si tout d'un coup, je veux que tu développes de l'immobilier commercial, résidentiel. Par exemple, à Boston, ils l'ont fait. Il y a beaucoup d'immobilier commercial qui va mal à Boston, dans le centre-ville, puis qui sont vides et ils ont besoin de résidences. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont coupé des impôts, des taxes, ils ont donné plein de subventions, plein de bonus pour des entrepreneurs qui veulent transformer du commercial en résidentiel. Donc, tout ça, ça donne un incentive aux gens. Ben justement, le fait de venir couper les taxes ou des choses comme ça vient donner cette envie, ce petit bonbon un peu aux gens de venir investir dedans. Puis, qu'est-ce que tu penses qui va arriver avec, par rapport aux régulations? Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a littéralement aucune régulation. Ben, pas aucune, mais comme une régulation. En Europe, vraiment... il y a eu MiCA, là, en 2024. Il y a quoi? La loi, le règlement de MiCA sur justement les cryptoactifs en Europe en 2024. Mais ça, c'est sûr que des régulations, il va y en avoir de plus en plus. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les régulations. Moi aussi, je suis conscient qu'il y a des régulations qui ne font pas de sens, mais il y a aussi des régulations qui sont super importantes. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la fin de la journée, là, il y a plein de régulations puis de choses qui sont là pour protéger les gens. Pour protéger monsieur, madame, tout le monde qui est freaking innocent parfois et inconscient. Parce qu'on est d'accord qu'il y en a eu plein des scams puis des arnaques dans le monde des finances, que ce soit des stocks, des compagnies, que ce soit des assurances ou ça n'importe quoi. Puis maintenant que ça soit dans la crypto, il y en a plein aussi des projets qui sont de la merde, que c'est pur scam, des pump and dump. Et donc, oui, cette régulation peut être dérangeante, mais elle est aussi nécessaire pour une adoption massive, pour avoir des grandes entreprises qui investissent dans les cryptos et avoir cet argent qui rentre. Il faut ces régulations pour que ces grosses entreprises rentrent et pour protéger monsieur, madame, tout le monde qui n'est pas capable de faire ses propres recherches et réfléchir par soi-même, qui se fait cote dans de l'excitation et qui achète et vend n'importe quoi, il fait scam parce qu'on lui promène tout et n'importe quoi et puis les gens veulent faire de l'argent vite. Et voilà, donc la régulation, elle est nécessaire pour protéger l'inconscience des gens et de là aussi, l'autre côté, pour aider les grandes institutions et les grosses compagnies à pouvoir rentrer. Good. Puis, évidemment, comme parler de ce sujet, c'est super positif. Tu vois, tout le monde est excité, il y a du hype. Mais c'est quoi le côté, tu dirais, qui est le plus grand risque du fait qu'il fait une réserve de BTC? Parce que là, on dirait qu'il y a juste des côtés positifs par rapport à ça. Comme par exemple, ça serait quoi l'impact par rapport à comment on appelle ça, les policies de Federal Reserve Policies, est-ce qu'il y a un impact dessus? Ben, écoute, ça demanderait un vraiment deep dive par rapport à ça. Puis je suis pas dans la politique, donc c'est pas quelque chose que j'ai particulièrement regardé. Et aussi, si on commence à parler de ça, ça va être hautement spéculatif. Parce que présentement, on vient de dire qu'il n'y a pas assez de régulation, puis là, on va spéculer sur quel impact ça pourrait avoir. Mais on n'a aucune idée quel impact ça va avoir parce qu'il n'y a pas nécessairement encore beaucoup de régulation, comme on a dit. Il y en a à certains endroits comme Mika et tout. Puis vendredi, ils vont faire l'annonce. Donc, c'est une super bonne question, mais je pense que la meilleure chose, c'est voir vendredi qu'est-ce qu'ils vont annoncer. Et de là, par rapport à ces faits-là, on va pouvoir voir quel impact positif ou négatif ça peut avoir. Mais essayer de le deviner maintenant, on va juste passer 5 minutes à spéculer sur quelque chose qu'on va savoir dans littéralement 48 heures. Et cet épisode, naturellement, va sortir après. Et voilà. Est-ce que tu avais d'autres questions ou d'autres choses que tu voulais partager par rapport à ça? Ouais, je voulais juste te demander par rapport à... Yes! Let's go, on se voit sur le prochain épisode. Merci d'avoir été là, Gory.